Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo matinale. Nous sommes le 15 juin. Il est actuellement 6h40 du matin. Les joies d'avoir un enfant matinal. Mais au moins, nos journées sont plus longues, nous pouvons faire plus de choses, dont une sieste. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mes premières lectures de cette première quinzaine de juin. Donc on va y aller maintenant. Au mois de juin, je fais deux challenges. Je fais le Magic Iron Book Challenge de la bibliothèque d'Emilia et je fais le Summer Book Challenge de Ingrid la lectrice. Je m'étais fait donc une palle. Elle a été pas trop respectée pour le moment, mais quand même un petit peu. Du coup, j'en ai lu déjà quelques-uns pour le Magic Iron Book Challenge. J'en ai déjà lu deux. Deux initiales. Et ensuite, j'en ai rajouté trois. Il y a eu du tri dans ma pile à lire, donc du coup, il y en a deux, trois qui ont changé, qui ont été remplacés, mais pas encore lus, donc on verra à la fin du mois. Et pour le Summer Books Challenge, j'en ai déjà lu 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai déjà lu 5 sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que j'avais prévus. Pareil, certains ont été changés, soit parce que je les ai lus au mois de mai, comme la bibliothèque disparue, soit parce que j'ai plus eu envie de les lire et du coup j'ai fait du tri. Par exemple, j'ai viré Delirium, j'ai viré Hanté, j'ai viré Code 93 et Galante, donc ils vont être replacés dans le mois. J'ai déjà prévu à peu près ce qu'il me restait à lire pour la fin du mois de juin. Mais bon, ça va être un petit peu serré parce que là, du coup, j'ai pu bombarder ces premières semaines de juin. Mais là, à partir de la semaine prochaine, je vais enchaîner sur 5 jours de formation complète en classe virtuelle. Donc, je vais pas du tout lire de la journée, ce qui va être horrible. Donc, je pourrai lire que le soir. Et puis, après, je vais partir aussi un week-end au camping, donc je vais pas forcément pouvoir lire non plus. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer ces derniers jours de juin là, mais normalement avec le planning que je me suis fait, je pourrais peut-être lire encore 10 romans jusqu'à ma deadline qui est le camping, donc on parle de 27 juin. Donc à partir du 27 juin, je pense que je ne pourrai pas lire, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de camping, je sais plus dans quelles conditions on se retrouve quand on fait du camping, si c'est agréable ou pas. En plus, moi je déteste la chaleur, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Je prendrai un livre évidemment au cas où, mais je sais pas du tout comment ça va se passer, donc ma deadline voilà, c'est le 27 pour lire tous les livres que je veux. Normalement, donc, il m'en reste 10, mais il me reste sur les 10 que 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il me reste que 6 romans et le reste c'est des BD et un webtoon que j'attends en fait de recevoir qui sortent à partir du 18 juin et je crois qu'il y aura 3 BD et un webtoon. Donc c'est ça, 6 romans et 4 BD. À la limite, voilà, les BD, peut-être que je pourrais les lire pendant le camping, pendant que Léon fera la sieste. Bref, du coup, pour commencer ce mois de juin, j'ai lu 26 livres. Ce qui est pas mal, du coup, 26 livres en 15 jours, c'est presque 2 par jour. Il y a eu pas mal de jeunesse ce mois-ci, comparé au mois dernier, par exemple, où j'ai lu pas mal de young adultes et d'horreur. Du coup, j'ai commencé le mois avec L'Arche des Ténèbres de Arnaud Codeville. On repart du coup sur une enquête qui commence de manière très très sanglante, qui est plutôt pas mal parce qu'elle touche au domaine de l'Antiquité avec une boîte un petit peu bizarre. Ça me fait penser à un film d'horreur que j'avais vu il y a très très longtemps où pareil, une petite fille tombe sur une boîte
d'où s'échappent des papillons de nuit, si ça vous dit quelque chose. Et en fait, il y avait une scène qui m'avait complètement choquée, c'est que la petite, du coup, à force de traîner avec cette boîte, elle devient totalement bizarre. Et lors d'un dîner avec ses parents, elle se retrouve à planter sa fourchette dans la main de son père. Il y a plein de trucs comme ça, et puis la petite après elle s'enfuit, elle se retrouve dans une station essence, son père la retrouve et elle a la boîte dans cette main, elle va ouvrir la boîte, elle va faire une gueule bizarre et tous les papillons vont s'enfuir de la boîte. Enfin voilà, ça me faisait beaucoup penser à ça, cette histoire de boîte. Donc c'était vraiment pas mal. C'était une jolie brique quand même, hein, et il fallait tenir en haleine parce qu'il était quand même assez long. Mais voilà, c'était une bonne lecture. Je crois que je lui ai mis un 4 sur 5. Voilà, c'était vraiment pas mal. On est sur du coup un nouvel enquêteur. Un peu dur au début de m'attacher à cet enquêteur, mais après c'est allé de plus en plus facilement. Donc voilà. Ensuite, du coup, je vais faire d'une pierre deux coups parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'emprunts bibliothèque que je n'ai pas là. J'ai lu toute la série de Malenfer. Donc j'ai commencé Malenfer le 2 juin et j'ai lu le dernier tome le 9 juin. Trop bien cette série, franchement, du Cassandra O'Donnell. J'avais lu que les 3 premières BD, mais allez savoir pourquoi, encore une fois, ils n'ont pas adapté le reste de la série en BD. Donc je me dis, c'est complètement bête de m'arrêter au tome 3. Donc du coup, j'ai relu toute l'histoire. C'était vraiment excellent. Je me suis régalée à plonger dans ces petits romans de 240 pages à 260 pages. C'était vraiment super bien. Au début, j'en faisais un par jour. Et puis le 7, j'en ai lu 2. Et le 8, j'en ai lu 2. Et le 9, j'en ai lu 2 aussi d'affilée. Et c'est vraiment une super série. C'est encore du Cassandra O'Donnell. Donc la plume est vraiment exquise. J'ai hâte là de recevoir les jumeaux Croche-Mort pour continuer cette série. Enfin, franchement, Cassandra O'Donnell, elle surpasse tout le monde en ce moment, même depuis un petit moment en vrai, parce que c'est l'autrice dont j'ai lu le plus de livres, bien que Bertrand Santini avec le journal de Gertie s'en approche de très près. Mais voilà, Cassandra O'Donnell, pour l'instant, ce n'est aucune déception sur les 27 livres lus, je crois. Ou 17, je sais plus, je crois que c'est 27 ou 17. Enfin bon, aucune déception sur tous les livres que j'ai lus de Cassandra O'Donnell, tout est de source sûre maintenant. Et du coup maintenant, sur tout ce qu'elle a écrit, il me reste plus que les Rebecca Keane à lire, dont j'ai le tome 1 et 2 dans ma palle. Donc voilà, Malenfer en plus, je l'ai conseillé hier au travail pendant mon club lecture. Et ça a été de suite emprunté. Donc vraiment, je suis très contente. Très déçue par contre de voir que le tome 8 n'est pas la fin. En fait, je pensais vraiment que l'histoire s'arrêtait au tome 8, donc j'étais vraiment encore plus pressée de finir la série parce que je voulais absolument avoir le dénouement. Mais le tome 9 n'est même pas encore écrit. Pourtant, le tome 8, il est sorti il y a 2 ans. Donc je suis allée voir un petit peu sur ces réseaux et normalement le tome 9 de Malenfer devrait sortir d'ici la fin de l'année ou 2026, début 2026. Donc on verra bien quand est-ce que ce sera sorti. Du coup voilà, un petit peu déçue de ne pas avoir cette fin là maintenant tout de suite, mais bon ça c'est mon problème d'impatience. Ensuite, dans mes emprunts, j'ai lu Megumi et le fantôme de Eric Sénabre. J'ai lu 2 livres de cet auteur ce mois-ci, j'ai voulu le découvrir. Donc en fait, Megumi et le fantôme, c'est ma jeune adhérente qui me l'avait conseillé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va avec sa famille japonaise en vacances à Dublin parce qu'ils avaient de la famille là-bas. Et pendant ses vacances, elle va rencontrer un petit garçon qui va lui dire qu'il y a une maison hantée juste à côté de la maison d'hôte où ils sont. Et du coup, ils vont y aller, ils vont explorer, et elle va découvrir qu'il y a un fantôme dans cette maison. Sauf que ce fantôme n'est pas vraiment le fantôme auquel on s'attend. Et il va se lier à une certaine amitié entre ces 2 personnages, donc le fantôme et Megumi. Et du coup, on va suivre leur histoire. Alors, il n'y a pas
forcément de grande action, il n'y a pas forcément de grands rebondissements ou de choses comme ça. C'est plus quelque chose qui va nous tenir par les émotions. Il m'a beaucoup touché ce livre, j'ai beaucoup aimé la plume, qui était très très douce, j'ai beaucoup aimé le personnage de Megumi. J'ai beaucoup aimé aussi le fantôme. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses émotionnelles là-dedans. C'était pas un très long livre, il faisait, je crois, 240 pages, quelque chose comme ça. Donc, c'est très court, mais c'est très fort en émotion. Donc, si vous aimez ce genre de petits livres assez feel good, comme on dit, je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire. Alors que, à contrario, Eric Senabre a écrit aussi le jeu d'Hiroki, où là, on est carrément dans un Jumanji moderne, parce que nous allons suivre l'histoire d'un petit garçon, donc Hiroki, qui va retrouver un ancien jeu de PlayStation dans les affaires de son père quand ils vont faire du tri. Sauf que c'est une histoire encore qui porte une histoire assez lourde parce que la maman est décédée il n'y a pas très longtemps pour eux. Donc du coup, il y a cette ambiance un petit peu qui plane de deuil, qui est pas tout à fait triste mais pas tout à fait joyeuse. Et du coup, donc, il va essayer de découvrir si ce jeu marche toujours et puis il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un de bloqué dedans et il va se lancer à la recherche de cette personne et essayer de découvrir comment elle s'est retrouvée bloquée dans le jeu, etc. etc. Donc, c'était plutôt sympa, même si là, j'étais un peu moins emportée que Megumi et le fantôme, alors que, normalement, moi, quand il y a de l'action, des choses comme ça me va très très bien, ça me va même mieux que quand il n'y en a pas. Et donc, du coup, c'est vrai que j'étais super étonnée d'avoir préféré Megumi et le fantôme plutôt que le jeu d'Hiroki. Mais parce que parfois, on a des petites scénettes qui se passent dans le jeu, comme si on était dans le jeu, à travers les yeux du personnage que va incarner Hiroki. Et du coup, là, ça m'a un petit peu lâché, ça m'a un petit peu coupé dans l'enquête que va mener Hiroki, si vous voulez. Et du coup, après, j'ai passé quelques pages, justement, où on avait ces passages dans le jeu, où ça m'intéressait pas vraiment, parce qu'il y avait énormément de descriptions sur les environnements du jeu. Donc, mais après, bon, c'était en adéquation parce que dans le livre, le jeu a été vendu parce qu'il était vraiment magnifiquement bien fait avec tous ces grands paysages, etc. Donc, c'était en adéquation avec l'histoire, mais du coup, moi, ça m'avait un peu coupé dans mon élan de cette enquête. Mais voilà, c'est vraiment un petit Jumanji moderne qui est plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'après avoir lu Megumi et toutes les émotions que ça m'a fait ressentir, je me suis retrouvée un petit peu délaissée avec cette histoire. Même si j'ai beaucoup aimé le personnage de l'oncle. Heureusement qu'il était là parce qu'il avait ce petit côté original et loufoque qui ramenait du divertissement dans cette histoire. Donc, et c'est pas forcément censé être le personnage qu'on aime le plus parce que au début, il nous l'est présenté un petit peu de manière mystérieuse et pas forcément ravi d'accueillir. Donc, c'était pas du tout prévu qu'on s'attache à ce personnage, je pense. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage-là, à défaut des autres malheureusement, mais bon, voilà. Mais voilà, en tout cas, Eric Senabre, voilà, j'ai lu 2 de ses romans, j'ai découvert un petit peu sa plume, et je sais qu'il peut faire de très belles choses, tout en faisant des genres totalement contraires entre eux. Donc c'est plutôt pas mal, je vais voir un petit peu ce qu'il a écrit d'autre. Ensuite, j'ai lu une BD, Hilda et Twig. Pourquoi j'ai lu ça en faisant des recherches en fait de BD, je l'avais pas forcément vu quelque part. J'ai juste appris hier pendant mon club lecture que cette BD avait été adaptée en série sur Netflix en 2018. Je n'avais pas vu passer, j'ai aucune idée qu'il s'était passé ça. Enfin bon. Donc c'est pas forcément des histoires qui se suivent, vu que c'est des histoires distinctes d'une des autres, d'un tome à l'autre, et donc du coup j'en ai lu qu'un. J'avais envie de lire les autres, mais pour l'instant ce n'est pas fait, parce que bon, c'était pas non plus un coup de cœur, donc je suis pas non plus accro à cette série. Mais c'est juste que j'avais trouvé ça un petit peu original, avec là c'est l'histoire du coup des 2 personnages qui vont rencontrer une espèce de grotte un petit peu bizarre, avec un occupant un petit peu bizarre qui cache des trucs bizarres à l'intérieur, donc du coup ils vont mener l'enquête de savoir ce qu'il y a dedans, pourquoi il le cache, etc. Une jolie représentation de l'esprit de la nature,
de la nature sauvage, de tout ça. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal. À voir si je lirai les autres BD par la suite. Mais bon, ce mois-ci, c'est mort. Mais cet été, pourquoi pas, voilà, m'en prendre une petite dizaine et puis m'en faire une comme ça de temps en temps pendant cet été. Ce sera plutôt sympa. Ensuite, j'ai lu, après je finis avec les emprunts, comme ça c'est fait, j'ai lu Solo Leveling, le tome 1. Je voulais découvrir ce webtoon parce que c'est le seul webtoon qu'on a au boulot. Ce qui est dommage, soit dit en passant. Alors, j'ai pas trop accroché moi, mais je pense que ce sera plus pour mon mari parce que là, on est vraiment sur des histoires de jeux. Enfin, pas, non, c'est pas vraiment. C'est un espèce. Ça fait penser à un jeu vidéo. Enfin, moi, ça m'a fait penser à carrément un jeu vidéo. En fait, on est dans un monde où parfois il y a des portails qui se créent et qui donnent accès à notre monde à des créatures pas très cool. Et donc, du coup, les gens, ils peuvent avoir la possibilité de se former pour être des chasseurs de ces monstres. Et en fait, à chaque fois qu'une faille s'ouvre, ils doivent aller dedans. Et c'est sous forme après d'arène parce qu'ils vont devoir combattre monstre après monstre après monstre jusqu'à ce qu'il y ait le boss. Et s'ils tuent le boss, le portail est fermé. Donc voilà, c'était plutôt pas mal, mais j'ai pas non plus tant accroché que ça. Et vu le nombre de tomes qu'il y a, je pense que je lirai pas la suite. Mais c'était une bonne expérience. Voilà, j'ai lu quelque chose qui me sortait un petit peu de mes habitudes. Mais voilà, c'est pas. Ça m'a pas plus convaincu que ça. J'ai mis combien? J'ai mis 3, je crois. Solo Leveling, ouais, j'ai mis 3. Donc voilà. Voilà au niveau des emprunts. Après tout le reste, eh ben, c'est des livres de ma pile à lire. Dont certains que j'ai eu ce mois-ci. Donc bah, c'est cool de les avoir lus directement. Donc ça va aller plutôt vite. J'ai lu, donc du coup Webtoon, j'ai lu Comment tuer la vilaine, le premier tome. J'ai beaucoup aimé. J'ai prévu de commander le tome 2 et 3 au mois d'août, vu que le tome 3 sort au mois d'août. Donc voilà, j'aime beaucoup. De toute façon, je suis tombée amoureuse des Webtoons, j'en lis de plus en plus. Mais le problème, c'est que c'est quand même 15 € par livre, et c'est souvent des séries, quand même des mangas, quoi. Beaucoup de tomes. Donc ça devient vite un budget, beaucoup plus qu'un manga. Mais c'est vrai que je préfère de loin m'acheter des webtoons que des mangas. Parce que forcément c'est en couleur, c'est beaucoup plus clair, il y a beaucoup moins de pages brouillons, avec, vous savez, avec mes yeux, même si avec mes lunettes ça va un peu mieux, j'ai quand même beaucoup de mal à lire comme avant, donc j'ai essayé de relire plein de mangas, parce qu'il y a plein de mangas qui m'intéressent, mais le fait que ce soit très brouillon, que ce soit plus petit, qu'il y ait plein de choses notées de partout, ben, ça me fatigue très vite les yeux, et là du coup avec les webtoons, ben, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment un mélange entre la BD et le manga. Donc je pense que je vais vraiment lire de plus en plus de webtoons. J'en ai ensuite suggéré d'acheter au boulot. Donc je vais pouvoir en lire aussi au boulot. Je serai pas obligée de tout acheter. Mais voilà, c'est vraiment un très beau croisement entre la BD et le manga. On garde le même style graphique que les mangas, les mêmes styles de cases, d'onomatopée, tout ça. Mais voilà, on a la couleur et on a le sens de lecture traditionnel. Bien que lire à l'envers, ça c'est pas vraiment ça le problème, mais c'est quand même super agréable. Et puis surtout, je trouve que ben, déjà c'est beaucoup plus grand qu'un manga, donc beaucoup plus gros à lire. C'est plus lourd qu'un manga, certes, parce que c'est fait différemment, c'est beaucoup plus gros, les pages sont 4 fois plus épaisses. Mais j'aime beaucoup, franchement j'aime énormément, et donc du coup je vais recevoir aussi le tome 2 de I Don't Trust My Twin ce mois-ci aussi. Donc voilà, je vais commencer à me faire petit à petit ma petite collection de webtoons. Je pense que ça peut aller très vite. Parce que là, du coup, j'aurai deux I Don't Trust My Twin. En août, j'en aurai 3 de Comment tuer la vilaine. J'ai White Blood aussi. Si je peux continuer White Blood, ça serait cool. Et puis, je suppose qu'après, il y en aura d'autres qui me feront envie. Donc voilà. Mais voilà, très bonne série. Donc là, Comment tuer la vilaine, une jeune fille, une humaine, qui, après avoir lu un roman, se retrouve plongée dans l'histoire, sauf qu'elle se retrouve dans le rôle de la méchante. Et malheureusement, elle ne peut pas mourir dans cette histoire. Donc elle est obligée de faire en sorte que peut-être de changer l'histoire, on ne sait pas trop, ou de faire en sorte que ça se passe autrement, ou que ça se passe exactement comme ça. Pour l'instant, on est vraiment aux prémices de l'histoire, donc je peux pas vous en dire énormément de choses, bien que bah, c'est quand même très intriguant. J'ai envie de savoir si
Elle va changer des choses comparées à l'histoire originale. Parce que du coup, vers la fin, il y a des nouveaux personnages, des petites choses on se dit, oh, peut-être qu'il se passera des trucs avec lui, ou des trucs comme ça. Non, vraiment, c'est vraiment très très cool, on passe un très bon moment. Voilà, j'aime beaucoup, en plus, c'est quand même très très joli. Donc, voilà, j'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est une série en 7 tomes, je viens de voir. Ouais, c'est cool, 7 tomes, bon, ça fait 7 x 15, faites le calcul, ça fait quand même un peu chéro. Mais bon, si c'est échelonné, pourquoi pas. Ensuite, j'ai lu le dernier tome paru de Jasmine l'apprentie vétérinaire, un phoque nommé Azur de Elaine Peters. J'aime beaucoup toujours cette série d'apprentis vétérinaires. C'est peut-être l'une des seules avec Aventure au refuge et les Bienvenue chez les boules de poil que je continue. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé particulièrement ce tome-là. Il fait partie de mes préférés. Parce que c'est quand même assez rare de trouver des phoques dans une rivière. Mais j'ai trouvé ça vraiment très 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 mignon. On apprend plein de choses sur les phoques. Je trouve ça très cool. Et puis c'est toujours aussi bien illustré par Ellie Snowdown. Donc vraiment très très beau. Très très beau. Vous apprenez plein de choses sur les phoques. Donc c'est plutôt cool. Ça change un peu des livres qui traitent toujours des mêmes animaux. Même si c'est toujours important. Mais il y a tellement d'animaux sur la Terre, quoi. On peut faire tellement de choses plutôt que des chiens et des chats tout le temps. Donc c'est vraiment très très cool. Du coup ça va rejoindre ma petite collection juste ici. Je commence à en avoir pas mal. J'ai pas tous les numéros parce que du coup on est au tome 13, j'ai pas les 13 numéros. Certains ont été lus en emprunt, donc voilà, c'était pas non plus forcé de les acheter, mais du coup là j'ai commencé à acheter chez moi à partir du 11, donc voilà, après j'achèterai le 14, le 15 et tout, mais avant le 11, si j'ai pas la série complète, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, c'est une série de vétérinaires et d'animaux qui est vraiment très très sympa pour vos petits jeunes. Je les conseille aussi très souvent à la bibliothèque et ça sort très très bien, comme les boules de poil. D'ailleurs hier, une petite à qui j'ai conseillé la famille de boules de poil est venue en parler au club lecture et elle a adoré. Et c'est tout pareil pour Jasmine, apprentie vétérinaire. Ensuite, j'ai lu Unité 6 de Ni Silligan. Un tout petit livre, mais alors qu'est-ce qu'il est horrible. Vraiment, j'ai rarement lu des livres de 145 pages qui m'ont mis aussi mal et qui m'ont fait me poser autant de questions à la fin d'un livre, aussi court du moins. Donc là, on est vraiment dans un hôpital psychiatrique. On va suivre un garde de nuit avec sa collègue. Sauf que pendant cette garde de nuit, il y a un patient qui va arriver. Sauf que cette patiente n'est vraiment pas nette du tout. Et du coup, parfois, le personnage qu'on va suivre, je me suis dit, mais pourquoi tu es bas? Mais tu es tellement bête. Pour pas dire autre chose. Et du coup, ça plonge dans l'horreur. Mais alors, un truc vraiment dégueu en plus. Vraiment, si vous aimez l'horreur, là, vous allez être servi. Hein. C'est sanglant, c'est sanguinolent. Il y en a de partout. Il y a des trucs dégueulasses. Il y a une ambiance oppressante parce qu'il va se faire poursuivre. Il va y avoir des espèces de possessions. Mais tout ça en 145 pages, quoi. C'est vraiment du condensé d'horreur. Un truc de fou. Donc vraiment, pour moi, ça c'est un 5 sur 5, c'est sûr. Mais du coup, ça m'a vraiment mis mal. J'étais là en mode, oh, je viens de manger, c'est dégueulasse. Et pourtant, je suis pas très très touchy là-dessus. Mais alors là, c'était vraiment condensé, quoi. Donc j'ai hâte de lire Des Aliénés, qui est apparemment la suite de Unité 6. Donc je pense que Des Aliénés sera lu, si j'ai le temps, ce mois-ci, puisqu'il fait 240 pages. Sinon, ce sera forcément au mois de juillet, parce que j'ai envie Même si ça m'a dégoûté, j'ai envie de replonger dedans, quoi. Ensuite, j'ai lu cette grosse brique Princesse Mononoke, donc de Hayao Miyazaki. Alors pourquoi j'ai lu ça? Tout simplement parce que je n'avais jamais vu. Enfin, j'ai dû voir Totoro quand j'étais plus jeune, mais mis à part ça, j'ai pas vu le château des nuages, dans le château des nuages, le Princesse Mononoke ou je ne sais quoi d'autre, et je n'avais encore moins lu. Et donc du coup je me suis dit ça serait bien que je découvre Miyazaki, parce que j'ai pas trop le temps pour la télé, donc j'ai pris le manga. Donc du coup j'ai lu Princesse Mononoke, qui fait quand même 800 pages, j'ai mis un jour et demi pour le lire. Donc là c'était vraiment cool parce que du coup j'ai beaucoup aimé parce que c'est en couleur. C'est vrai que je pense que si ça aurait été en noir et blanc, ça l'aurait pas trop fait. Mais là, voilà, c'était vraiment sympa. C'était un peu comme le webtoon, sauf que c'est dans le sens de lecture traditionnel japonais. Alors, j'ai mis un 3,5 sur 5 parce que l'histoire était quand même plutôt
pas mal, vraiment pas mal, avec ces histoires d'écologie. J'ai beaucoup aimé les loups, les animaux qui étaient doués de parole avec la horde de sangliers, la horde des loups. Mais il y a quelques trucs qui m'ont un petit peu... je sais pas, j'ai pas tellement accroché tant que ça à l'univers de ce roman enfin, de ce manga et de Miyazaki. Je sais pas. Je trouve que parfois c'était... il y a des trucs qui m'ont sorti de mon confort, comme par exemple l'esprit de la forêt. Il m'a mis mais tellement mal à l'aise et du coup je comprenais pas pourquoi il a fait en sorte que cet esprit de la forêt ressemble à ça, parce que du coup pour moi il fait vraiment plus flipper qu'autre chose. Et c'était très malaisant. Le personnage principal qu'on suit aussi, je sais même plus comment, Ashitaka, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, si, j'ai un peu compris. Il était un petit peu l'intermédiaire entre deux camps ennemis. Mais du coup, le fait qu'il passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, ça m'a un peu gonflé. J'avais envie qu'il prenne un peu parti pour l'un. Mais, mais après, bon, on comprend voilà, qu'il fait l'intermédiaire. Mais j'ai pas tant accroché que ça. J'ai pas tant accroché que ça. Peut-être qu'il faut que j'essaye un autre manga de Miyazaki. Mais en faisant le tour de tout ce qui a été, fait, eh ben, c'est celui qui me parlait le plus, justement pour ce côté écologique avec les animaux et tout ça. C'est ce côté-là qui m'a beaucoup plus parlé parmi les autres. Mais bon, peut-être qu'il faudrait que j'essaye le voyage de Totoro, par exemple. Chose que j'ai déjà vue quand j'étais plus jeune. Mais voilà, il y a des trucs qui m'ont un peu moins touché que d'autres. Je sais que Miyazaki, je touche quand même à une grande, grande famille. Mais bon, fallait bien que je commence quelque part. Mais voilà. Mais franchement, ouais, cette chose-là, je l'ai trouvée vraiment très, très dérangeante. Il a une tête vraiment horrible. Enfin bon, ce n'est que mon avis, mais en tous les cas, ça m'a quand même donné envie de découvrir d'autres de ses œuvres, toujours au format roman. Peut-être que quand j'aurai le temps ou l'envie, peut-être que je me lancerai dans les films pour découvrir voilà, l'univers de Ghibli, tout ça, parce que c'est quand même une très très grosse communauté, et du coup j'ai envie de découvrir tout ça. Donc voilà, je suis pas peu fière quand même de l'avoir chez moi, je l'ai acheté. Voilà, c'est une nouvelle expérience dans laquelle je me lance. On verra bien. Peut-être que je me prendrai Totoro, ouais. Ensuite, j'ai lu Dragonia. Dragonia, c'est une intégrale de deux romans de Pierre Grimbert qui se déroulent dans le même univers. Et il y en a même une autre intégrale avec deux autres romans qui se passent aussi dans l'univers de Dragonia. Donc là, de ces deux premiers romans, j'ai accroché à plus... j'ai plus accroché au Guetteur de Dragons qu'à La Reine des Amazones. La plume de Pierre Grimbert est plutôt pas mal. J'ai bien aimé, mais voilà, là j'étais plus touchée par l'histoire de dragon avec ce jeune garçon qui va se faire embarquer malgré lui dans une chasse aux dragons. Et puis après un petit peu tout ce qui se passe autour de ce personnage et du mystérieux homme qui vient le chercher. Donc j'aime beaucoup, c'est des histoires qui font 150 pages chacune. La Reine des Amazones, j'ai un petit peu moins accroché parce que c'était pour moi pas trop clair tout ça. C'est du coup la Reine des Amazones est morte, donc du coup les clans ont 3 jours en 3 jours de deuil. Et au bout de ces 3 jours, ils vont devoir proposer une de leurs filles pour prétendre au trône des Amazones, et toutes ces filles-là vont devoir faire 3 ou 4 épreuves. Et donc du coup, un des clans n'a pas de fille à proposer, et donc du coup c'est illégal. Et donc du coup, ils vont trouver une jeune fille esclave, ils vont la libérer, ils vont l'acheter et lui dire, voilà, écoute, on t'a libéré, mais toi, il faut que tu te battes pour nous, et pour peut-être gagner le trône des Amazones. Sauf qu'il y a plein de trucs qui m'ont un petit peu perturbée. Déjà, pourquoi il fallait que les reines Amazones soient rousses? Quelque chose qui va complètement... Parce qu'on le répète souvent dans l'histoire, donc voilà, c'était un petit peu bizarre. En plus, il y a même un moment où c'est un grand rebondissement avec cette couleur de cheveux rousse. Et vu qu'on ne nous explique pas pourquoi, je me suis dit, mais pourquoi on en fait tout un plat pour des cheveux roux?
Enfin bon voilà, il y avait juste quelques incohérences qui m'ont un petit peu fait décrocher de l'histoire. Mais sinon, voilà, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, le Guetteur de Dragon reste quand même majoritairement le plus aimé sur ces deux. Ensuite, petite déception, j'ai lu le tome 2 du coup de la princesse la princesse sans visage. Là, c'est le règne des chimères. Donc le deuxième tome des Royaumes immobiles. Donc un petit peu déçu, voire beaucoup de ce deuxième tome. Le premier tome avait été un énorme coup de cœur. Je me suis dit, waouh, enfin j'ai accroché à la plume d'Ariel Halls. Et du coup, j'avais super hâte de lire le tome 2. Je me suis lancée dedans trop bien, avec plein d'attentes, plein d'espérance. Et puis, mon Dieu, que c'était long. C'était vraiment très très long. J'ai pas eu ce que j'attendais, ou alors vraiment très très tard. Voilà, c'était pas à l'auteur du premier. Et puis le problème, c'est que il y a des choses qui arrivent beaucoup trop tard, et du coup, vu que on a été quand même bien saoulé les 300 premières pages, quand ça arrive au bout de la 350e page, vu qu'on a été déjà bien saoulé, et j'ai pas eu le même plaisir d'avoir enfin ce que je voulais, la même intensité de plaisir que si je l'avais eu un petit peu plus tôt, ou d'autres manières, que plutôt voilà, sorti de nulle part comme ça, et puis tout d'un coup, et puis hop, fin de l'histoire. C'était trop, voilà, il y avait vraiment un gros problème de rythme dedans, comparé au premier tome où ça bouge sans cesse, il y a sans cesse des choses et tout. Et là franchement, c'était très très long, parce que du coup, elle va chez l'un, elle va chez l'autre, pour trouver des alliés. Et puis c'est une guerre qui se prépare, mais on sait jamais quand est-ce qu'elle va commencer. Et puis l'héroïne change du tout au tout, c'est plus du tout la même. Chose qui peut être compréhensible quand on traverse plusieurs trucs comme elle a eu, mais vraiment, on peut pas s'attacher autant à elle que quand on s'est attaché à elle au premier tome. Il est 7h du matin, vous m'excuserez. Mais voilà, c'était vraiment une petite déception, ce tome 2. Mais bon, au moins j'ai eu la fin de l'histoire. C'est vrai que j'étais très très proche de l'abandonner, mais je me suis dit, écoute, t'as déjà lu 300 pages. Fais la fin. Quand il y a des trucs qui te gonflent, écoute, tu lis en diagonale. Et puis à un moment donné, comme je sais plus avec qui j'en parlais sur Insta, elle avait eu les mêmes soucis que moi, elle avait envie d'abandonner aussi, mais elle avait continué parce qu'elle voulait savoir la fin, donc comme moi. Mais après, à un moment donné, je lisais que les dialogues, parce qu'au final, la description ne nous apportait rien, donc je lisais que les dialogues. Et puis après, quand je commençais à voir que ça commençait à partir un petit peu en bibrine et à aller vers l'affrontement final, là je lisais tout. Mais c'est vrai que c'était vraiment très très long. C'était très très long, donc c'est dommage. Ensuite, je vous laisse mes derniers coups de cœur pour la fin. J'ai lu la dernière enquête de Alan Lambin, de Jean-Marc Desnos. C'est sa dernière enquête officielle. Après, nous passons sur une autre enquêtrice que j'ai déjà lue avec Brocélia. Et donc, du coup, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est vraiment une fin pour plein de choses. Pour la vie d'Alan Lambin, pour la vie de Mina, pour la vie de Paul, mais aussi pour on va dire, le passé d'Alan Lambin, le début de ses expériences paranormales, et puis c'est aussi un point final sur les expériences paranormales, sur des questions qui se posaient sur la vie paranormale. Enfin voilà, c'est vraiment une fin pour beaucoup de choses, mais aussi une ouverture sur plein d'autres choses, parce que du coup, dans ce tome-là, on va commencer à voir la nouvelle enquêtrice du paranormal dans Brocélia. Donc vraiment c'était encore un tome vraiment excellent, je l'ai lu dans la journée, et cette petite Mégane, je l'aime beaucoup, comme je l'avais beaucoup aimée dans Brocélia, et du coup j'ai vraiment super hâte de lire Psylance, du même auteur. Et Psylance, c'est la deuxième enquête de Mégane, Mégane Crawford, qui est une journaliste, du coup pas du tout tournée dans le paranormal à la base, mais voilà, elle va reprendre un petit peu le flambeau d'Alan Lambert, donc j'ai vraiment super hâte. Et puis par contre, au mois d'août, Jean-Marc Desnos va sortir un nouveau livre qui s'appelle Alan. Donc j'ai pas lu tant que ça le résumé, parce que j'ai vraiment envie de plonger dedans et de savoir un peu en lisant de quoi il va s'agir. Mais voilà, vraiment, c'est devenu un auteur coup de cœur, je peux le dire maintenant, au bout de 5 livres, sans aucune déception parmi les 5. C'est vraiment un énorme coup de cœur, cet auteur. J'aime énormément sa plume. Et d'ailleurs, il faut que je vous le dise, mais hier, j'ai tenté de lire
un style de livre, enfin un livre qui est exactement dans la même veine que celui-là, enfin que toute la série d'Alan Lambert, qui est Hanté de James Herbert, et ben j'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout accroché. Jean-Marc Desnos a vraiment mis la barre haute avec ces enquêteurs du paranormal que je pense que pendant un petit moment je pourrais pas lire autre chose dans le même style parce que vraiment pour moi il est indétrônable pour l'instant au niveau de l'enquête paranormale. Et du coup, voilà, vraiment, James Herbert, c'est quand même une pointe dans son domaine, et pourtant, ça l'a vraiment pas fait pour moi. Jean-Marc Desnos est vraiment au-dessus. Donc voilà, pourtant j'ai forcé, je suis presque arrivée à la moitié de Hanté, mais vraiment, c'était pas du tout addictif, pas du tout prenant. En plus, il a été super hautain et tout, enfin vraiment un gros souci d'ego, et puis là, Alan Lambert, c'est vraiment tout le contraire. Donc, en plus, il est épaulé par Mina, qui va porter cette douceur. Et puis, il est aussi épaulé par Paul, son ami, qui a le côté un petit très scientifique et tout. Donc, vraiment, c'est vraiment un très joli melting point. Et là, pour moi, je peux pas lire autre chose que Jean-Marc Desnos pour des enquêtes paranormales. Donc, voilà, bravo à vous. Ensuite, très gros coup de cœur au niveau de l'émotion. Plusieurs fois, j'ai eu les larmes aux yeux pendant cette histoire. Donc, La fille du magicien de Caril Lewis. C'est un petit livre aussi jeunesse. On est sur du 282 pages. Et mon Dieu, que cette histoire était belle, était très belle. C'est l'histoire d'un jeune papa avec sa jeune fille qui font des spectacles de magie, mais la maman a disparu il y a presque un an. Et ils vivent tous les deux dans un bus au milieu d'un champ, donc un petit peu dans la précarité, ce pourquoi elle est moquée à l'école. Elle est moquée parce que, ils font des spectacles de magie, sauf que, beaucoup les charrient en disant que c'est pas de la vraie magie, que c'est des charlatans, etc., etc. Et malgré tout, ils essayent de s'en sortir. Le papa essaye vraiment de faire figure idéale pour sa fille. Enfin, vraiment, c'est une histoire entre le père et la fille, et vraiment, mais tout ce qu'il y a de plus émotif qu'on peut voir, lire, entendre. Et du coup, c'était vraiment extra. Et à côté de ça, on a vraiment le côté magique, le côté insaisissable. Vous voyez le film où ils prévoient de faire de la magie de dingue, avec des coups de dingue et tout, parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui pouvait leur permettre de faire de la vraie magie cette fois. Et donc du coup, il y avait vraiment ce côté insaisissable qui se mêlait à ce côté émotion. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a ce côté très léger aussi, c'est de la jeunesse, donc très mignon, très cocooning, avec le lapin Tada, que j'ai beaucoup aimé, ce petit lapin là, que vous voyez, le lapin blanc là. Très mignon, très gentil. Voilà, c'est vraiment très beau comme histoire. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur aussi. Donc voilà, ce livre-là, je sais qu'on va l'avoir au catalogue de la bibliothèque. Donc je le présenterai aussi au club lecture pour les petits jeunes parce que ça peut leur apprendre pas mal de choses et leur faire traverser peut-être des périodes un petit peu sombres, des périodes où il leur manque un peu de magie dans leur vie, des périodes où ils se posent des questions un petit peu sur leurs parents ou des choses comme ça. Vraiment, c'est vraiment très bien écrit, très doux et tout en émotion, voilà, tout doux. C'est vraiment très cocooning et très beau à lire. Enfin, vraiment, j'ai jamais eu vraiment de livre jeunesse où vraiment j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Ça m'a pris aux tripes. Vraiment, c'est très beau. Ensuite, du coup, il n'en restera plus que 3. J'ai lu le 4e tome d'Equinox. Très bonne histoire, toujours. On attend avec impatience le tome 5 pour avoir la finalité de l'histoire. Ce tome 5 était très intéressant parce que du coup, ils commencent un petit peu à se retrouver toutes. Et puis, ils vont essayer de faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. C'est toujours aussi beau, voilà. C'est toujours aussi beau avec de très belles couleurs, de très belles planches. Là, on va être plus sur le personnage Cheval de Rêve. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc pour la petite histoire, c'est 5 jeunes filles qui sont capables de se transformer en chevaux ou licornes et qui possèdent des pouvoirs. Et en fait, la lune a éclaté, elles se sont retrouvées dispersées dans plusieurs morceaux du monde. Et du coup, elles doivent se retrouver. Donc là, en fait, chaque tome, le premier tome, il va s'agir d'elles ensemble. Et puis après, le tome 2, 3 et 4, il va s'agir du tome un petit peu de chacune, où elles vont essayer de se retrouver. Et normalement, le tome 5, c'est le tome final, où elles vont essayer de remettre les choses dans l'ordre. Donc j'ai très hâte de connaître la fin de cette histoire.
et de voir comment ça va se terminer. Mais vraiment, les planches sont vraiment sublimes. Très très belle BD, c'est chez Dracou. Ouais. Vraiment très très belle. Si vous aimez les histoires de chevaux, de licornes et tout. En plus, vous avez même des pages tirées un petit peu comme ça d'un bestiaire. Voilà. C'est vraiment très très beau. Très très belle BD. Vraiment parfaite. Ensuite, j'ai lu Le Pacte des Roses de Sarah Peyton Smith. Sacha Peyton Smith, j'ai mis un long moment avant de me rendre compte que c'était la même écrivaine qui avait écrit Le Cercle des Sorcières et l'Alliance Noire. Vraiment, un monde entre Le Cercle des Sorcières et Le Pacte des Roses. Parce que dans le Cercle des Sorcières et l'Alliance Noire, j'avais eu beaucoup de mal avec la plume, où vraiment, toute la première moitié du livre, je m'étais fait chier. Parce que c'était très très long, beaucoup de descriptions, on était dans les méandres personnels des personnages, c'était très très long. Alors que là, Le Pacte des Roses, mais c'était super addictif, vraiment, c'était génial, j'ai adoré cette histoire. J'ai vraiment adoré cette histoire, on est vraiment dans une romantaisie comme on les aime, j'adore cette histoire, j'ai trop hâte de la suite. Là, pour le coup, on est vraiment dans une vraie romantaisie. On n'est pas dans un Enemy to Lovers. On est dans un Friends to Lovers. Mais, vraiment, c'était super addictif. Et pourtant, il fait quand même 424 pages. Et je l'ai bouffé. Je l'ai vraiment bouffé. Pour vous donner un peu le style, ça peut vous faire peur, je suis d'accord. Mais c'est un petit peu une sélection. La sélection de Kiera Cass. Mais tournée un peu plus adulte, fantasy, sombre, faé, pacte, magie, voilà. C'est la sélection, mais en version dark. Et j'ai adoré ça. La compétition entre ces filles et tout, mais pas que, c'est pas que de la compétition. Moi, j'ai été super touchée par cette notion de sororité qui est, mais alors, tellement touchante. Vraiment, je m'attendais pas à ça dans ce type d'histoire. En général, ça se tire dans les pattes et ça se fait des coups dans le dos et tout pour gagner. Mais là, vraiment, une solidarité, un girl power de ouf que j'ai adoré. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que entre chaque chapitre, on a un chapitre par prétendante. Donc ça, j'ai adoré parce que du coup, on n'est pas que dans la tête de notre personnage principal. De temps en temps, comme ça, on est dans la tête de chaque... On a eu le point de vue de toutes les prétendantes. Et ça, j'ai adoré parce que ça a ajouté un plus, mais alors extra. Et ces chapitres-là sont placés stratégiquement. Donc tout est bien fait dans ce livre. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Notre prince Emmett est pour moi parfait. Donc j'ai hâte de savoir la suite, j'ai trop hâte de savoir la suite. C'est vraiment, je l'ai mis dans mon top 5 de mes romantaisies pour ce premier semestre 2025. Mais vraiment, il est exceptionnel ce bouquin, j'ai vraiment adoré. Donc si vous l'avez, foncé, ne vous posez pas de questions par contre, ne vous attendez pas à des trucs hyper complexes ou des trucs comme ça. Foncez et profitez, légèreté, bonheur, feel good. Et vous allez voir, vous allez tellement vous prendre en jeu que ça va être vraiment génial. Ensuite, ultime coup de cœur, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre aussi long en aussi peu de temps. Je parle du tome 2 de Heartless Hunter, donc du coup qui est Rebel Witch. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Pas une fois je me suis ennuyée, pas une fois j'ai lu en diagonale, j'ai sauté des pages, je me suis ennuyée, je me suis dit bon, quand est-ce que ça commence? Jamais. Ça bouge tout le temps, il y a des tonnes de rebondissements. Notre Rune là, je l'aime encore plus. Mais c'est vrai que parfois tu te dis bordel, mais arrêtez de tourner autour du pot. Mais bon, c'est de la bonne frustration, c'est la frustration d'un Enemies to Lovers. Donc c'est fait pour ça. Mais au contraire, au plus ça va nous énerver, au plus ça va nous frustrer, au plus on sait que c'est bon. Parce que ça veut dire qu'on est attaché au personnage, ça veut dire qu'on est à fond dans l'histoire, c'est-à-dire que voilà, l'effet escompté est atteint. Donc vraiment c'est une très bonne frustration, même si des fois t'as envie de foutre des paires de claques à ces personnages-là qui... Oh, mon Dieu, ça serait tellement plus simple s'ils arrêtaient de se plonger dans leur névrose, dans leur psychose là. Et franchement, mais c'était tellement bien. Tellement bien. Le seul petit truc
qui m'a dérangé, c'est qu'il y a une énorme tension pendant de longues pages. Et puis au final, on a le droit à une toute petite scène, toute petite, sans rien, sans tension ni rien. Du coup j'étais déçue, je dis merde, putain, autant de tension pour aussi peu d'apothéose et tout. Voilà, c'est un petit peu le truc avec le smut, c'est que soit il y en a trop et ça sert à rien, soit il y en a pas assez et ça dessert un petit peu la relation qu'on nous a vendue, quoi. Vraiment, là, c'est tendu, il y a de la tension, il y a de l'envie, il y a du désir et tout. Et puis, au moment où il faut, eh ben, on nous coupe l'herbe sous le pied et il y a rien. Et du coup, j'étais déçue pour ça. Je me dis, mais non, mais il mérite tellement mieux, ce couple-là. Donc, bon. Ça m'a fait un petit peu le même sentiment dans Berlin Crowns et enfin dans toute la série Twin Crowns en fait, où j'ai été frustrée par ça. Mais voilà, mais mis à part ça, eh ben c'est une excellente série. Franchement, c'est une excellente série et je suis vraiment pas déçue. Franchement, ça aussi, ça fait partie aussi de mes coups de cœur romantasy. Alors plus particulièrement ce tome-là, mais toute la série, enfin la duologie quoi, fait partie aussi de mes coups de cœur. Donc vraiment foncez dedans, ça va vraiment être que du bon. Vraiment que du bon. En plus les chapitres sont courts, donc il y a un rythme vraiment effréné. On s'ennuie pas, il y a toujours des choses et tout, donc voilà, c'est vraiment très très bien, comparé par exemple au Reine de Chimère aussi, où c'est vraiment un final très très flop, alors que celui-là il est extra. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc vous voyez, ce mois-ci il y a eu quelques flops, mais aussi beaucoup de coups de cœur dans des genres différents. Mais voilà, sur ces 26 livres lus en 15... on est le 15 jours. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette Blake lecture vous aura plu. Il est beaucoup plus long, mais il y avait pas mal de choses à vous dire. Donc écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et sinon à la fin du mois pour le bilan du mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.